Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cœur de patrimoine, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à la gestion de votre patrimoine. Chaque semaine, vous le savez, on donne la parole aux meilleurs experts pour vous accompagner dans l'optimisation de votre épargne et de vos investissements. Alors au sommaire de ce 46e numéro de Cœur de patrimoine, un focus tout particulier sur l'immobilier. On va commencer par explorer le concept de nue propriété, un dispositif qui est peut-être un petit peu méconnu, mais riche en opportunités patrimoniales. Ensuite, on s'intéressera aux Français de l'étranger et à la manière dont ils peuvent investir dans la pierre en France. Installez-vous confortablement, c'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour entamer Cœur de patrimoine, on accueille Géraldine Chen. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, cofondatrice d'Agarim. Je le disais en introduction, numéro de Cœur de patrimoine très orienté immobilier. Et c'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses en ce moment, notamment de crise du logement, etc. Il y a tout un tas de questions. Et vous êtes vraiment chez Agarim spécialiste de ces thématiques-là, de ces solutions-là aussi. Comment est-ce que vous piloter finalement les choses pour essayer de répondre à ces besoins, parce que c'est vraiment un besoin vital que d'être logé de façon abordable, peut-être aussi pour les plus sensibles à ça de façon durable. Comment est-ce que vous essayez justement de conjuguer le besoin de logement finalement et on va dire une forme de responsabilité sociale ? Oui, alors peut-être en effet pour vous répondre, on peut rappeler le modèle de la nue propriété, parce que peut-être que tous ne le connaissent pas, ouais. Et comment on le propose chez Agarim. Donc Agarim acquiert des immeubles résidentiels, on parle bien d'immobilier résidentiel, et des immeubles patrimoniaux, donc toujours en cœur de ville tendue, et d'ailleurs vous avez raison, c'est là où il y a un manque de logement, et donc que ce soit des immeubles dans du neuf, ce qu'on appelle de la VFA, auprès des promoteurs, ou dans des immeubles existants, notamment dans Paris, notamment dans ces cas-là, des immeubles patrimoniaux, souvent haussmanniens. Agarim acquiert ces immeubles donc en pleine propriété et en effet, on va démembrer ce droit. D'un côté, l'usufruit, le droit de jouissance pour une période de 15 ans va être vendu à des bailleurs institutionnels à vocation sociale. D'accord. Voilà. Et donc, va loger en fait soit des salariés, soit des fonctionnaires, en tout cas des foyers fiscaux qui sont éligibles à du logement social ou du logement intermédiaire. On peut rappeler quand même que 80% des foyers fiscaux en France ont des revenus qui les rendent éligibles à du logement social, puisqu'on peut rappeler qu'il y a 3 strates de logement social, le PLS, le PLUS et le PLAI. Donc concrètement, et de manière très simple, c'est des familles qui vont être logées et qui vont payer un loyer moins cher qu'un loyer de marché. Donc en effet, en faisant ça, Agarim contribue à créer du logement social, et tout ça, c'est financé non pas par des subventions, mais c'est financé par les investisseurs qui acquièrent, eux, les murs de cet appartement, c'est-à-dire la nue propriété. Et donc, c'est un moyen de financer du logement social et intermédiaire par de l'épargne privée. Et on va revenir évidemment aux avantages des Bien investisseurs sûr. Qui acquièrent la nue propriété. Il y a donc un investisseur qui acquiert les murs et un bailleur social qui va gérer sur une longue période ces murs et la location effectivement à loyer modéré, comme on dit. Quels sont les éléments clés finalement qui permettent à cette stratégie d'être une stratégie gagnante ? On reviendra à la fin sur Agarim, mais voilà. Quelles sont un petit peu les recettes, recette, les éléments clés de tout ça ? Oui, vous avez raison, la nue propriété, en gros, pourquoi ça marche actuellement alors qu'on est dans une crise du logement qui est majeure. Donc on comprend bien que moi, nue propriétaire, je vais acheter en fait les murs d'un appartement, on a compris que je peux ni y habiter, ni le louer, puisqu'en effet, c'est l'usufruitier qui le met en location et qui entretient le bien. Mais bonne nouvelle, j'ai évidemment une décote sur le prix d'acquisition. Au lieu de payer une valeur 100 que j'aurais payé en pleine propriété, je paye environ 60-65. Donc cette décote de 35 que je ne paye pas, elle sort pas du chapeau. Elle correspond projet par projet à la somme de loyer de marché net, non fiscalisé également, que j'aurais touché si jamais j'avais acheté mon appartement en pleine propriété et que je l'avais mis en location. Donc, de manière très simple, je perçois 15 ans de loyer de marché dès l'acquisition. Donc ça, évidemment, ça enthousiasme nos investisseurs, nos propriétaires. En plus, évidemment, je n'ai pas de fiscalité, parce que j'aurais perçu ces loyers, j'aurais eu de la fiscalité. J'aurais mis en location, j'aurais eu à gérer un locataire. Là, il n'y a pas de gestion locative. Donc, en fait, c'est un produit aussi qui amène une tranquillité d'esprit
extrêmement important. Zéro charge mentale. Nos partenaires distributeurs qui le proposent disent c'est un produit zéro charge mentale, zéro SAV, pas de gestion locataire, un effort d'épargne chaque mois à rembourser plus faible que si jamais j'avais acquis en pleine propriété. Et puis, ça relève du code civil. On n'est pas sur une niche fiscale. La nue propriété, nous, on l'a organisée chez Agarim pour que ce soit sur une période de 15 ans. Mais en effet, ça relève absolument du code civil. C'est-à-dire que, en fait, vous avez prononcé quand même plusieurs fois le mot fiscalité, mais en fait, il n'y a pas d'avantage fiscal, de carotte. C'est un produit d'investissement qui offre, on va dire, par la bande, un avantage fiscal sans être directement lié à un dispositif. Je vais mettre les pieds dans le plat, qui pourrait sauter parce que les caisses sont vides. Oui, vous avez tout à fait raison. Et même pour aller plus loin, c'est un dispositif qui est tout à fait apprécié par les pouvoirs publics, parce qu'on le redit, ça permet de créer du logement social et intermédiaire de manière additionnelle. Et en effet, ça relève du code civil, ça ne génère aucune fiscalité. On peut insister sur ce point aussi, la nue propriété n'alourdit pas votre assiette taxable à l'IFI. Et malgré tout, il y a quand même un avantage, si vous avez des revenus fonciers par ailleurs et que vous achetez une nue propriété par emprunt, les intérêts d'emprunt sont déductibles de vos revenus fonciers existants. Donc en gros, vous pouvez gommer vos revenus fonciers existants en acquérant de la nue propriété. Juste petite question pratico-pratique. L'investisseur, vous nous avez rappelé au départ, immobilier de qualité, cœur de ville, vous avez même prononcé le mot immeuble haussmannien, etc. On imagine quelque chose d'assez statutaire, assez prestigieux. Et puis derrière, vous collez le mot logement social. Je vais pas faire mon gros lourdeau en disant que c'est pas forcément compatible de dire statutaire et logement social, mais en clair, j'acquiers un bel appartement dans le cœur d'une grande métropole qui est confié à un bailleur social. L'image populaire, ça va être un peu immobilier mal entretenu, dégradé éventuellement, pas... Voilà. Qu'est-ce qui se passe 15 ans après ? Je récupère un appartement qu'il va falloir que je refasse, qu'il va falloir... Comment ça se passe ? Alors, c'est un très bon point qui nous est souvent, en effet, posé comme question. Donc, il faut savoir qu'on travaille avec 60 bailleurs sociaux et les bailleurs sociaux qu'on sélectionne ont un parc immobilier suffisant pour reloger le locataire au bout de 15 ans. Et surtout, on signe avec eux une convention d'usufruit avec de manière très claire et écrite le devoir d'entretien qu'ils ont à réaliser. Petits travaux, gros travaux, article 605 et gros travaux, article 606. Le fait qu'ils ont à refaire l'appartement à la rotation de chaque locataire et les travaux qu'ils doivent réaliser 2 ans avant l'extinction de l'usufruit. On travaille beaucoup avec la Caisse des dépôts CDC Habitat qui va loger des fonctionnaires. D'accord. Et évidemment, quand on dit logement social, c'est aussi éligible au 1% logement, à Action Logement. Je pense qu'on a tous des amis qui sont logés par leur entreprise. En général, c'est des appartements qui sont vraiment très patrimoniaux, très bien entretenus. C'est éligible au logement dit social. Et puis on peut redonner ce chiffre. 80% des foyers fiscaux en France ont des revenus qui les rendent éligibles à du logement social. A priori, enfin, je vais faire un parallèle avec certaines opérations qu'il y a eu dans les plans passés, je pense au Besson, au Périsol, etc., où souvent on disait, effectivement, j'ai eu un appartement avec des avantages fiscaux, etc., il m'est rendu... il est remis sur le marché, mais en fait, au même moment que tous les autres appartements de cet immeuble. On pourrait faire un petit peu le même reproche à votre dispositif, non ? C'est-à-dire que je vais, moi, retrouver la pleine propriété dans 15 ans d'un appartement, dans un immeuble où tous les appartements seront, entre guillemets, aussi récupérés par leurs propriétaires, par leurs nus propriétaires, et donc potentiellement un immeuble dans lequel il y aura 1, 2, 3, 4 appartements à vendre en même temps, non ? Alors j'ai 2 réponses à ça. On pourrait imaginer ça, mais vu les emplacements, on peut y revenir. Quand vous êtes en plein centre de Nantes, quand vous êtes à Paris, dans le 17e arrondissement, quand vous êtes à côté du parc Monceau, quand vous êtes dans le 16e arrondissement à côté de la Tour Eiffel et que vous êtes sur un immeuble haussmannien, déjà, moi j'ai un nu propriétaire sur 2 qui, à l'extinction de l'usufruit, veut garder l'appartement dans son patrimoine. D'accord. On n'est pas sur un coup de défisque en se disant, je défiscalise. Ce qui était plus le cas des points que j'évoquais. Exactement. Donc, en effet, et puis la deuxième chose, c'est qu'on propose aussi, nous, des petites opérations de 20 à 30 appartements dans du neuf. D'ailleurs, il n'y a pas que des appartements haussmanniens avec des tickets qui sont très élevés. On peut proposer la nue propriété des 80 000 euros en plein centre de Cannes-sur-Mer, sur un très bon quartier, de la nue propriété en plein centre de Bordeaux, plein centre de Montpellier. Et là, sur une opération de promoteurs toujours de renom et qui ont les reins suffisamment solides, on va nous choisir 20, 25 ou 30 appartements.
D'accord. Et de la même façon, on a fait en effet, on sait qu'à peu près un investisseur sur 2 à l'extinction de l'usufruit va garder ce bien pour le mettre en location et avoir des revenus complémentaires pour sa retraite. Vos clients, même si c'est par ricochet, à quel besoin des clients vous répondez? Parce que souvent, un investissement, il se fait soit pour préparer la retraite, soit pour... Voilà. Il faut quand même aussi qu'on appâte un petit peu le chaland ce matin. Voilà. Quels sont les principaux besoins que vos clients mettent en avant lorsqu'ils choisissent vos produits? Alors, nous, chez Agarim, on a souhaité répondre à des objectifs patrimoniaux divers. Et pour ce faire, on a une offre de produits qui est diversifiée et qui est large. On a une offre de nue propriété, encore une fois, des 70 000 euros, 80 000 euros. Ça veut dire quoi? On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont du mal à se loger. On propose la nue propriété. On sait que pendant 15 ans, ça va être loué à des étudiants. Bonne nouvelle, au bout de 15 ans, vous retrouvez ce studio, vous le mettez en location, et pourquoi pas en meublé, ce qui va se louer très bien. Je crois que la crise du logement pour étudiants en cœur de ville tendue, toujours, j'insiste, Cédric, on est toujours en cœur de ville tendue, aura du mal aujourd'hui à pouvoir se résorber. Et donc, c'est un produit de diversification ou un produit retraite dès 80 000 euros. On a une deuxième gamme de produits pour des investisseurs qui ont 45 ans, 50 ans et qui veulent préparer leur retraite. Et qui se disent, je veux absolument pas un produit qui a une charge mentale pour moi et qui me rajoute de la fiscalité. Donc, acheter de la nue propriété, qui n'alourdit pas mon assiette taxable à l'IFI, qui ne génère aucune fiscalité, qui me permet de payer 65% de la valeur d'un bien en plein Paris ou à chaque fois en cœur de ville tendue, ça me permet quand j'aurai 60 ans de le revendre en pleine propriété pour avoir un capital retraite ou de le louer pour avoir des revenus complémentaires. Et enfin, et on connaît moins cette cible, on a les plus âgés qui ont plus de 65 ans, qui acquièrent de la nue propriété, souvent en cash pour le coup, parce que sinon ça se finance très bien la nue propriété en effet par emprunt, et qui achètent en cash, ces investisseurs plus âgés, en se disant peut-être que je vais transmettre cette nue propriété en cours d'usufruit, et dans ces cas-là, j'applique un barème de droit de mutation sur la nue propriété. Donc évidemment, c'est un cadre fiscal très favorable. Mais il faut avoir forcément 15 ans devant soi. Alors pas forcément. Pas forcément. Avec mon associé Naïma Kelaf, avec qui j'ai créé Agarim, on vient d'une maison connue en nue propriété. On avait souvent la remarque, 15 ans, c'est bien, mais ça peut paraître long. Ça peut paraître long, c'est pour ça qu'avec le groupe Cristal, qu'on ne présente plus, qui est un groupe extrêmement connu en gestion de patrimoine, on a vraiment créé une offre de nue propriété, non pas sur une durée de 15 ans, mais sur une durée de 10 ans. Notamment sur des immeubles parisiens, existants. Donc, on vous a proposé des immeubles dans le 17e arrondissement, des immeubles dans le 12e, dans le 16e, dans le 15e. Et là, on va proposer un immeuble remarquable à côté du parc Monceau. Ça veut dire que je suis nue propriétaire pendant 10 ans. Donc, au lieu de payer 100% du prix, je paye 75% oui, du coup, prix. La ristourne est un petit peu moins... Voilà, la décote est un peu moins forte, en effet. Et au bout de 9 ans et demi, d'ailleurs, non pas 10 ans, mais 9 ans et demi, je deviens plein propriétaire de mon appartement. Et là, c'est un horizon de temps qui est beaucoup plus digeste. Bon, voilà, pour cette nue propriété. Un mot quand même, tant que je vous tiens, parce que c'est quand même dommage de passer à côté. C'est Agarim en lui-même, parce que... en plus, on s'adresse en prenant le choix éventuellement de regarder vos produits sur un acteur qui est en plein boom, puisque vous avez doublé votre chiffre d'affaires depuis 2023. Là, qu'est-ce qui a fait que ça marche à ce point? C'est vraiment ce marché immobilier, ce marché de la nue propriété qui... Je crois qu'il y a plusieurs choses. Nos investisseurs finaux... Alors nous, déjà, on propose nos produits via des professionnels du patrimoine. Vous l'avez compris, on travaille beaucoup avec le groupe Cristal. On travaille également avec des banques et des assureurs qui ont référencé notre offre et qui le proposent à leurs clients finaux. Ils sont sensibles au fait qu'Agarim achète les immeubles en pleine propriété. Donc, on a un alignement d'intérêts. C'est-à-dire que nous-mêmes, on prend le risque de nos opérations. On propose à peu près un immeuble par mois. Le deuxième élément, c'est que résolument, et j'insiste sur ce point, on n'est qu'en zone dite très tendue. Ce qui sécurise l'investisseur en sachant que dans 15 ans, il pourra le louer très facilement ou le revendre très facilement. On a une palette d'offres qui est très large. On l'a vu, à partir de 80 000 euros en nue propriété jusqu'à des appartements d'exception et jusqu'à des immeubles qu'on vend en bloc à des investisseurs très patrimoniaux. On a créé cette offre avec une nue propriété à moins de 10 ans. Et on propose également la nue propriété à des institutionnels purs, des mutuelles, des caisses de retraite, des assureurs qui, en diversification, sont sensibles à un produit résidentiel qui, justement, est très patrimonial et moins fluctuant que d'autres classes d'actifs. Et c'est parti pour durer ? Enfin, vous avez des perspectives devant vous qui vous donnent le sourire ? Écoutez, oui, en tout cas, on a aujourd'hui, je dirais...
le vent en poupe et beaucoup de professionnels du patrimoine qui nous accompagnent. Eh bien, merci beaucoup d'être venu partager tout ça, Géraldine Chêne, merci beaucoup. pour Agarim dans Cœur de patrimoine. Et nous, on continue à parler immobilier, mais tiens, on va placer nos clients en dehors de l'Hexagone. À tout de suite. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on poursuit notre voyage, et le terme voyage est d'autant plus justifié aujourd'hui qu'on va s'intéresser aux Français de l'étranger. Et pour ça, je reçois deux experts. Charles-Henri Chenu. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Vous êtes avocat, associé, fondateur du cabinet Chenu Oliveira Santiago. Et à vos côtés, Thierry Vignal. Bonjour Thierry. Bonjour Cédric. Merci d'être là également. Président de Atome. Petit nouveau, entre guillemets, en tout cas Atome, pas vous. On se connaît bien et on s'est déjà largement fréquenté sur ces sujets immobiliers. Donc, je suis ravi de vous accueillir tous les deux. Pourquoi, Charles-Henri, avoir choisi de parler des Français de l'étranger ? Alors, on sait qu'ils existent, on sait qu'ils sont assez nombreux, mais c'est assez, on va dire, atypique et inhabituel parce que, généralement, ils vivent aussi leur vie de leur côté, y compris fiscalement, patrimonialement. Non, aujourd'hui, on choisit de s'intéresser à eux. Oui, alors c'est à mon avis une communauté qui vaut la peine qu'on s'y attache. Il y a à peu près 3,5 millions de Français qui vivent hors de l'Hexagone. C'est une communauté active, qui travaille, qui a un patrimoine, et la particularité, c'est que ce patrimoine est assez peu structuré en fait, et ils ont besoin d'orientation, de conseils, notamment en matière immobilière, qui est le premier réflexe de leur investissement. Pour des raisons qu'on peut comprendre, c'est du placement-rendement, c'est du revenu locatif. Et puis aussi, beaucoup investissent dans l'immobilier pour une assurance retraite à terme. Oui, d'autant qu'il y a certains produits d'investissement qui ne sont pas accessibles quand on n'est pas résident fiscal français, etc. Donc, on n'a pas un choix non plus qui est illimité quand on est français de l'étranger, c'est ça ? Oui, alors ça, c'est un peu une fausse idée parce qu'on pense qu'il y a des biens, des types d'investissements qui sont réservés aux résidents. En fait, la particularité française, c'est qu'il n'y a pas de discrimination entre un résident et un non-résident. Donc, en fait, le Français qui habite à l'étranger peut acquérir de l'immobilier en France. On le verra avec Thierry, c'est parfois un peu plus compliqué, notamment au niveau bancaire. Mais d'un point de vue juridique, c'est pas du tout discriminatoire. Oui, non, mais je parlais d'autres produits, justement, par exemple le PEA, etc. Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, justement, Thierry, ce marché immobilier en France, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Il est attractif parce quand on parle immobilier depuis quelques mois, on a plutôt tendance à être gens qui pleurent que gens qui rient. Vous le voyez comment ? Est-ce qu'il est toujours attractif, que ce soit à Paris, que ce soit dans les métropoles, que ce soit dans le reste du territoire, sur tel et tel type de bien ? Enfin voilà, comment vous le percevez ? Ça se lit sur mon visage. Oui, c'est ça. C'est un marché triste, qui est quasi mort en ce moment. Il ne se passe rien. Parce que incertitude politique, taux d'intérêt qui reste très élevé. Et en fait, c'est une super opportunité parce que c'est au son du canon qu'il faut acheter. Et en l'occurrence, pour être sur le terrain assez régulièrement, il y a très peu d'acheteurs et on fait des super négos. Et j'ai rarement vu de tels prix sur le marché parisien notamment. Donc je pense que c'est justement parce que le marché est dead qu'il faut se lancer maintenant et pas attendre que les taux baissent et que les prix remontent avec. Et alors, vous avez une spécialité qui peut d'ailleurs intéresser des gens qui n'ont pas de besoin de se loger, etc., qui veulent faire un investissement, c'est les petites structures, et notamment à Paris. Pourquoi cibler comme ça un marché qui apparaît quasiment être un micro-marché ? C'est un micro-marché de micro-logement. C'est un segment au sein du marché parisien qui est intéressant parce qu'il est... Il est mal pricé, quoi. Il y a une anomalie de marché sur ce segment. Ça représente un peu moins d'un logement sur 10 à Paris qui fait moins de 14 mètres carrés. C'est la définition légale d'un micro-logement. Et ces moins de 14 mètres carrés, ils sont très difficiles à traiter pour le grand public. Et à ce titre, ils sont beaucoup moins chers. Et pourquoi Parce que c'est que des passoires thermiques. Ah oui. Ils sont tout petits et quand on n'est pas pro de la micro-architecture, on ne sait pas comment les équiper. On a un plafonnement des loyers assez strict, ça fonctionne très mal comme équation sur les petites surfaces, donc il faut être assez bon en droit des baux pour comprendre comment s'affranchir de ces plafonnements sans illégalité, donc de manière légale, avec le bail civil, le bail mobilité, complément de loyer, etc. Et donc, comme c'est des produits techniques, c'est pour ça que je me suis intéressé à ça, parce qu'une fois qu'on sait comment les traiter, on les a pas moitié prix, mais en tout cas bien en dessous de ce qu'on peut avoir sur des biens normaux et faciles. Et donc, c'est des biens qui se louent très facilement à des travailleurs nomades, à des professionnels, à des sociétés, oui, qu'on pas besoin et qu'on non n'achète plus pas cher et qu'on loue plutôt cher.
Alors, intéressons-nous donc, voilà, le marché un peu en difficulté, mais dans lequel il y a sans doute des affaires à faire, avec cette petite spécificité qui est celle de Thierry des petites surfaces. Charles-Henri, quand on est français de l'étranger, comment on peut appréhender l'idée d'être acquéreur immobilier, enfin d'être propriétaire immobilier en France? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a des attentions particulières? Je pense notamment bien sûr à la fiscalité qu'il faut avoir en tête. Alors, juridiquement, il n'y a pas d'obstacle particulier. Oui, on reste français, même pas question d'être français. Que pour un résident, exactement. Je rajouterais juste l'intérêt des petites structures, ce qu'a dit Thierry tout à l'heure, c'est aussi pour un Français de l'étranger, y mettre ses enfants à Paris, par exemple, pour le temps de ses études, pour revenir un pied-à-terre, pour une retraite, quand on n'aura plus d'enfants à charge, on revient à Paris dans une plus petite structure, etc. Alors, pour répondre à votre question plus directement, donc juridiquement, il n'y a pas d'obstacle. Il y a peut-être un frein qu'on arrive quand même à lever, qui est la question bancaire, je l'évoquais tout à l'heure. Les banques sont un peu plus réticentes à prêter à des non-résidents, mais là encore, Thierry travaille avec des partenaires choisis qui arrivent à financer de manière très correcte. C'est quand même ça le premier frein. La question des transferts, des sommes d'argent... Quelques banques ont un peu de difficulté à récupérer de l'argent de l'étranger, quel que soit le pays, puisque maintenant il y a des règles de compliance très drastiques, mais on y arrive aussi. Et puis les garanties que certaines banques peuvent demander. Si, d'un point de vue bancaire, ça peut paraître un peu plus complexe, on y arrive. Quant à la question fiscale, alors pour l'acquisition, il n'y a pas de problématique particulière, c'est plus dans la gestion du bien où il faut être en anticipation sur les loyers que vous percevez alors que vous êtes non-résident en France. Il faut voir si vous avez une convention fiscale entre votre pays de résidence et la France. Ouais, on en revient toujours au même gimmick de se dire d'abord et avant tout la convention. Voilà, mais la question c'est d'anticiper sur la gestion de son bien, sur ses loyers, pour pas être doublement taxé, pour pas une opération à perte, et puis au moment de la revente aussi, avec la plus-value. Petite attention à avoir sur le représentant fiscal, qui est une particularité. Qu'est-ce que c'est que le représentant fiscal ? Alors, quand vous êtes propriétaire non résident, le fisc français vous impose d'avoir un représentant fiscal en France pour assurer la transaction immobilière. Ce représentant se fait payer et le représentant demande aussi une garantie, c'est-à-dire une somme, une provision sur les impôts que vous risquez un jour peut-être de payer. Alors, il faut être très vigilant. Mais c'est quoi ? C'est un avocat ? C'est un notaire ? Non, alors ça peut être un avocat. C'est pas un notaire. Ce sont des représentants fiscaux agréés par Bercy. Donc on ne choisit pas, on demande à son centre des impôts. On choisit parmi ceux qui sont agréés. Et alors comme ils ont un oligopole, vous pouvez imaginer que les prestations sont largement discutées entre eux. Et donc l'objectif, c'est d'être très vigilant. Moi, j'ai dans plein de dossiers demandé de renégociation de prestations et aussi de baisser la garantie qu'ils demandent parce qu'en fait, comme c'est eux qui sont garants, ils se disent si vous avez un rappel de plus-value immobilière, moi je veux avoir l'argent déjà encaissé. Bien sûr, pas courir. Donc tout après, ça se négocie, un point important. Mais il n'y a pas d'avantage fiscal pour un Français de l'étranger à investir. Enfin voilà. Non, pas plus, pas moins qu'un résident ou un non-résident, quoi. Thierry, c'est vrai que vous, ça vous connaît, parce que dans une autre vie, on se croisait beaucoup pour justement investir à l'étranger. Alors, on parlait là des Français qui allaient investir à l'étranger, mais n'empêche que le problème est le même, il faut financer le bien, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Effectivement, c'est une difficulté, ça l'était dans un sens, ça l'est dans l'autre aussi, parce qu'on se dirait que finalement, une banque française qui a un... national français qui veut investir en France, normalement, ça devrait être simple, non ? Avec une hypothèque en plus sur un bien en France, ouais. Ça devrait. Malheureusement, le système est mal fait pour les financements transfrontaliers, quel que soit le sens, et je ne sais pas quand est-ce que ça sera résolu. On rêve d'un système bancaire un peu transfrontalier, mais non. Donc les Français de l'étranger, ils subissent un apport qui est beaucoup plus important qu'un local. Il va être entre un tiers et la moitié, selon le degré d'exotisme qu'il y a dans le profil et la relation bancaire. Parfois, on a des Français de l'étranger qui ont une relation historique avec une banque familiale qui va les traiter un peu mieux. Et parfois, c'est plus compliqué. Mais donc, il va y avoir un tiers, la moitié d'apport. C'est pour ça que ces petits produits d'Atome, comme ils ne coûtent pas très cher, on est entre c'est plus facile à financer qu'un immense appartement. Ouais. Comme il faut débourser du cash, là, ça va chercher 50 ou plus. Donc, c'est digeste. Mais ça veut dire qu'il y a des établissements quand même qui sont plus sensibles à la question des Français de l'étranger que d'autres, quoi. Enfin, en clair,
C'est un peu une tournant. caisse locale, ça les intéresse assez peu, alors qu'une banque plutôt orientée internationale, ça les intéresse plus. Il y a une certaine saisonnalité. Il y a des consignes qui sont données à certains groupes bancaires en fonction de la période de l'année pour plus favoriser tel type d'emprunteur ou pas. Donc, en fonction de la saisonnalité bancaire, on va avoir telle banque qui va plus jouer le jeu. Mais le mieux, c'est de commencer par sa banque historique familiale. Et ensuite, si on a des garanties en France, évidemment, c'est beaucoup mieux quand on arrive à hypothéquer un bien qui est vierge et le mettre en garantie. Ça aide évidemment à diminuer l'apport, mais en général, c'est rarement le cas. Donc voilà, on s'en sort, mais il y a plus d'apport à mettre. Après, ça met moins de pression sur les mensualités. Donc, Autre petite question qui valait dans le sens que j'évoquais tout à l'heure et qui peut valoir dans ce sens-là aussi, le change. C'est quelque chose qui affecte forcément en partie cette transaction, cet investissement, que ce soit au moment de l'achat qu'au moment de entre guillemets, de l'exploitation, du rendement, quoi. ça peut être aussi l'opportunité de gagner de l'argent. Ouais, aussi. Alors, on peut neutraliser ce risque. Je crois que HSBC offre du hedge de prêt. Enfin, il y a pas mal de banques qui offrent un système où on peut hedger le Forex. Moi, dans une autre vie, j'étais trader Forex chez HSBC et j'ai toujours trouvé très intéressant de coupler le risque IMO avec le risque FX, Forex, des devises étrangères et donc pouvoir profiter des deux tableaux. Ça rajoute un peu de piment à l'opération. C'est à réserver aux spécialistes quand même. Mais c'est vrai que si on n'a pas envie de s'exposer à un double risque, après le prêt il est en euros, il va être remboursé par un loyer en euros, donc ça reste quand même assez maîtrisé localement. Mais sinon, il y a des produits bancaires qui permettent de se couvrir. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil stratégique, Charles-Henri, à un investisseur qui nous écouterait, on l'imagine plutôt en podcast, parce que les fuseaux horaires peuvent nous séparer du direct. Quels sont les conseils stratégiques d'investissement pour un non-résident ? Alors, je pense que le premier conseil essentiel, c'est l'anticipation dans l'accompagnement. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont à 10 000 km, peut-être un peu moins, mais loin, et qui n'ont aucune idée de ce qui peut se passer, le nombre d'interlocuteurs que vous pouvez avoir en France. Donc, de choisir une personne qui a l'ADN de Français de l'étranger ici, qui puisse être le point de passage, le point de ralliement de l'ensemble des autres interlocuteurs. Le one-stop shop, en fait, de cet acquéreur à l'étranger. Et qui fera l'intermédiation avec le notaire, le banquier, l'assureur, avec les fuseaux horaires, etc. Donc, une anticipation dans l'accompagnement, choisir la personne idoine. Déjà, ne pas le faire tout seul. Non. Il faut vraiment avoir la personne de référence unique, le family officer, qui gérera votre projet d'acquisition. Le second point qui me paraît essentiel, c'est une anticipation dans le coût. Parce qu'en fait, on réfléchit trop vite à « ça va me coûter le prix de l'acquisition ». Oui, mais non. Il y a beaucoup de choses qui vont s'additionner. Les frais notariés, les travaux, l'agent immobilier, le coût de l'assureur. Donc l'idée, c'est quand même une anticipation sur l'enveloppe globale. Et là, moi, j'ai eu des cas où vous aviez des investisseurs qui partaient un peu la fleur aux dents en disant « j'ai le budget pour acheter », mais quand finalement on packageait l'ensemble de l'opération, on leur avait tout mis, là, du coup, ça passait plus du tout. Voilà. Donc anticiper le coût global, l'enveloppe réelle qu'il faudra poser sur la table. Ces conseils, ils sont là aussi parce qu'il y a, on va dire, des erreurs types que vous avez déjà observées, qui sont faites en fait presque par tout le monde quand justement on leur a pas mis la puce à l'oreille. Oui, alors il y a deux choses. Il y a une peur de la fiscalité française et il y a une peur de la bureaucratie française, même quand vous êtes français. Parce que quand vous êtes français de l'étranger, vous avez un peu oublié ça. Et donc l'idée, c'est de rassurer en amont en disant c'est faisable, on gère. On gère d'un point de vue technique, immobilier, financier, d'un point de vue juridique et fiscal. Donc, on s'occupe de tout. Le côté de one-stop shop, de l'interlocuteur unique, ça plaît beaucoup. L'autre grand écueil sur lequel on travaille, c'est ce dont je parlais sur, finalement, combien ça va me coûter. Et on a des gens qui héritent, qui vendent leur entreprise, qui ont un peu de liquidité et qui se disent, bah voilà, j'ai 200 000, 300 000, 500 000, 1 million, je vais les mettre là et je sais que ça me vaut 2, 3, 4 appartements ou petits studios. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc en fait, c'est quelque chose qui se travaille bien en amont avant d'avoir la signature réelle de l'acquisition.
On est loin d'un coup de cœur. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, la difficulté, c'est que l'immobilier, c'est souvent aussi. Ça par doit être coup plus de cœur. rationnel, c'est-à-dire. Beaucoup plus rationnel. Ouais. Parce que vous êtes à distance. On n'achète pas pour soi, parce que on est. Ouais, voilà. Et puis, il faut trouver les hommes de confiance et les hommes de l'art. Donc, ça prend un peu plus de temps. Thierry, c'est vrai que Charles-Henri le rappelait, parfois, ces Français de l'étranger, ça fait longtemps qu'ils sont partis. Ça fait longtemps que ils n'ont plus de contact avec telle ou telle ville que peut-être ils ont connue, et encore que pas forcément. Comment est-ce qu'on fait de si loin, mais ça peut être Londres, hein, mais de si loin, pour savoir où acheter, qu'attendre de la rentabilité Enfin voilà, vous avez une méthode, des outils particuliers qui permettent de saisir ça, parce qu'il y a aussi toute la gestion du bien à distance, c'est pas facile. Enfin voilà. C'est très stressant pour un Français de l'étranger. J'en reçois pas mal, et en l'occurrence, ils sont à distance, ils ont du mal à passer à l'acte parce que c'est pas comme un Parisien qui peut visiter en 5 minutes et avoir un coup de cœur. Ouais, même si on peut faire des visios et ceci, on cela, peut faire pas des pareil, visios, hein. on peut faire des scans 3D, visites virtuelles, mais il n'y a pas la réactivité qu'aura un local, et donc ils passent souvent à côté de très bonnes affaires parce qu'ils sont un peu crispés et paralysés par le stress. Ils manquent de relais de confiance sur place, et ils ont une connaissance du marché qui est un peu antidatée. Par exemple, pour eux, le meilleur quartier au monde, ça va être, le 16e, alors que le 16e a bien décoté récemment, alors que le 9e, c'est un coupe-gorge. Alors que non, le 9e, depuis 10 ans, c'est devenu un quartier très prestigieux. Et donc, ils ont des a priori complètement déplacés là-dessus. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si on n'a pas quelqu'un de confiance, on peut utiliser la data. La data, c'est quoi ? C'est meilleurs agents, prix au mètre carré par quartier, loyer au mètre carré par quartier, c'est des infos publiques. On regarde le revenu médian par arrondissement, qui est sur meilleurs agents aussi. On peut regarder la tension locative, c'est des indicateurs qu'on a en ligne sur Google très facilement, chez Logservice et compagnie. Et en fait, on va les regrouper de la data et on va voir les classements qui sont publiés dans les grands journaux économiques, qui sont assez fiables. Et je pense que partir de la donnée objective, ça permet de remettre les pendules à l'heure et ensuite avoir confirmation terrain par les experts IMO. Et après, on se remet. Enfin voilà, il y a aussi parce qu'on peut pas gérer son appartement tout seul. Ça, pour la gestion, il y a Si. quand même beaucoup. Non, c'est Non, mieux de on le peut pas confier le à un gérer gestionnaire. soi-même. Enfin, on peut pas venir changer une chasse d'eau qui file samedi matin C'est vrai que ça vaut depuis Rio. Ça vaut pas le Rio-Paris, mais il y a. Au Brésil. Il y a une start-up de gestion locative qui naît toutes les semaines. Il y a vraiment pléthore d'offres sur le marché. Mais ça veut dire, un petit peu comme nous le disait Charles-Henri pour l'ensemble du process, il faut savoir bien s'entourer et choisir son homme de confiance finalement, ou sa femme de confiance. Si on n'a pas d'homme ou de femme de confiance ou autre d'ailleurs, on peut s'en remettre aux notations en ligne et voir les mieux notés. Eh bien voilà un petit mot envoyé aux Français de l'étranger grâce à vous deux. Merci messieurs d'être passés dans Cœur de Patrimoine. Charles-Henri Chenu donc pour Chenu Oliveira Santiago et Thierry Vignal pour Atome. À très bientôt. Merci. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine. Merci de votre confiance, de votre fidélité. Et puis n'oubliez pas non plus le grand rendez-vous de l'épargne. On se retrouve le vendredi 30 mai à 18h. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser vos questions puisqu'on y répondra notamment dans ce grand rendez-vous de l'épargne. Une seule adresse, questions au pluriel @capital.fr. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.